Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette tension diffuse dans la poitrine. Ce poids invisible sur vos épaules dès le réveil, alors que, techniquement, tout va bien. On vous dit que c'est le stress. On vous dit de prendre des vacances ou de mieux dormir. Mais vous savez que c'est plus profond que ça. C'est un signal d'alarme biologique que vous ne savez plus éteindre. Aujourd'hui, nous allons faire un reset. Nous allons hacker votre biologie avec les neurosciences et fortifier votre esprit avec la sagesse stoïcienne. Pour que ce stress sans visage disparaisse enfin. L'illusion du normal. La naissance du stress sans visage. Il existe une forme de souffrance moderne qui n'a pas de nom officiel dans les manuels de médecine, mais qui hante les nuits de millions de personnes. C'est le stress sans visage. Contrairement au stress de nos ancêtres, qui était une réaction brutale et salvatrice face à un danger physique, un prédateur, un incendie, une menace immédiate, notre stress actuel est une brume. Il ne nous attaque pas de front. Il s'infiltre, il sature l'air que nous respirons, il devient le décor invisible de nos existences. Imaginez une maison dont les fondations s'imbibent lentement d'eau. À l'extérieur, la peinture est neuve, les fleurs sont taillées, les fenêtres brillent au soleil. Pour les passants, tout est parfait. Mais à la cave, l'humidité ronge la structure. Les murs gonflent en silence. Un jour, une fissure apparaît, puis une autre. Vous essayez de les boucher avec du plâtre. Un café de plus, une heure de sommeil en moins, un achat impulsif pour vous récompenser. Mais le problème n'est pas la fissure. Le problème, c'est l'eau qui ne cesse de monter. La normalité comme prison. Le plus grand piège de notre époque est d'avoir normalisé cet état de tension permanente. Nous avons accepté l'idée qu'être occupé est un signe de valeur, que l'anxiété est le prix à payer pour le succès, et que la fatigue chronique est simplement la couleur de la vie adulte. Quand vous dites « j'ai cru que c'était moi le problème », vous exprimez une vérité fondamentale. La société nous a vendu un modèle de vie correcte qui est biologiquement et psychologiquement insoutenable pour l'être humain. Nous sommes des créatures conçues pour le rythme des saisons, pour le silence des forêts et pour la profondeur des liens réels. Pourtant, nous vivons dans un cycle de 24 heures de lumière artificielle, de notifications instantanées et de comparaisons mondiales. Le paradoxe du confort. Nous n'avons jamais eu autant de confort, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi tendus. Ce paradoxe s'explique par la nature de notre attention. Notre esprit est devenu un champ de bataille pour les algorithmes. Chaque seconde de vide, autrefois dédiée à la réflexion ou au repos, est désormais colonisée par une information, une publicité ou une obligation sociale. Ce stress sans visage naît précisément là, dans l'impossibilité de s'extraire du flux. Il ne s'agit pas de trop de travail, mais de trop de tout. Trop de choix, trop d'images, trop de bruit, trop de voix qui nous disent qui nous devrions être. La guérison commence au moment précis où vous cessez de vous demander pourquoi vous ne tenez pas le rythme, et où vous commencez à réaliser que c'est le rythme lui-même qui est fou. La charge mentale fantôme et le poids du monde. Ce stress sans visage se nourrit de ce que l'on appelle la charge mentale fantôme. Ce ne sont pas seulement vos rendez-vous ou vos dossiers en retard. C'est le bruit de fond de votre existence. C'est l'onglet resté ouvert dans votre esprit sur cette remarque désobligeante d'un collègue, sur la facture que vous avez oublié de payer, ou sur l'image de ce corps parfait que vous avez vu sur Instagram ce matin. Le stoïcien Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». En 2025, cette phrase prend une dimension terrifiante. Notre imagination est désormais alimentée par un flux constant de scénarios catastrophes et de standards inatteignables. L'homme qui avait tout. Pour illustrer ce phénomène,
Prenons l'exemple de Marc. Marc a 35 ans, un poste stable, une famille qu'il aime et une santé correcte. Pourtant, chaque dimanche soir, une angoisse glaciale le saisit. Il se sent coupable d'être malheureux. Il se dit « De quoi est-ce que je me plains ? Il y a des gens qui meurent de faim. » Cette culpabilité est la seconde couche du poison. En invalidant sa propre souffrance, Marc l'empêche de guérir. Il traite son stress comme un ennemi à abattre ou une faiblesse à cacher, alors que son stress est en réalité un signal de sécurité. Son âme est en train de lui dire « Le rythme auquel tu vis n'est pas fait pour toi. Tu es en train de devenir une machine. » La guérison de Marc ne viendra pas d'une meilleure gestion de son temps, mais d'une meilleure gestion de ses perceptions. Mais cette douleur que vous ressentez n'est pas une défaillance de votre caractère. Pour vous libérer de ce poids, vous devez comprendre que votre corps ne fait qu'exécuter un programme de survie très ancien. Ce n'est pas seulement dans votre tête, c'est une tempête chimique qui traverse vos nerfs. La biologie du cri intérieur. Le système nerveux, ce vieux logiciel dans un monde moderne. Pour comprendre pourquoi vous vous réveillez avec le cœur battant à 100 à l'heure sans raison apparente, il faut faire un voyage en arrière de plusieurs dizaines de milliers d'années. Votre cerveau, malgré toute sa sophistication moderne, fonctionne encore avec un système d'exploitation conçu pour la savane. L'héritage du survivant. Imaginez nos ancêtres. Pour eux, le stress était une fonction de survie vitale. Lorsqu'un bruit suspect retentissait dans les hautes herbes, un petit noyau d'amande au centre de leur cerveau, l'amygdale, prenait instantanément le contrôle. En une fraction de seconde, elle coupait toutes les fonctions non essentielles, la digestion, la réflexion complexe, le système immunitaire, pour rediriger toute l'énergie vers les muscles. C'est la réponse combat ou fuite. Le problème, votre amygdale ne fait pas la différence entre un lion affamé et un email passif-agressif de votre supérieur. Pour votre biologie, une notification de retard ou une critique sur les réseaux sociaux est une menace de mort. Le bug du monde moderne. Le véritable drame de l'homme moderne réside dans la fréquence. Nos ancêtres vivaient des pics de stress intenses mais brefs, suivis de longues périodes de récupération. Aujourd'hui, le lion ne part jamais. Il est dans votre poche, sous la forme de votre smartphone. Il est dans votre bureau. Il est dans vos pensées de performance. Votre système nerveux sympathique est resté bloqué au plancher. Résultat, votre corps produit du cortisol et de l'adrénaline en continu. Ce bruit de fond hormonal finit par saturer vos récepteurs. Vous ne vous sentez plus en alerte. Vous vous sentez simplement épuisé et pourtant incapable de vous détendre. C'est ce qu'on appelle l'état de gel. Le système est tellement surchargé qu'il finit par s'engourdir. Le nerf vague, l'interrupteur oublié. Au cœur de cette mécanique se trouve un acteur majeur, le nerf vague. C'est le composant principal de votre système parasympathique, le frein. Sa mission est de dire à votre corps, le danger est passé, tu peux ralentir. Dans le stress sans visage que nous avons décrit, le nerf vague est comme atrophié. À force de ne jamais être sollicité, il perd sa tonicité. C'est pour cela que même lorsque vous êtes en vacances, sur une plage, vous sentez cette tension résiduelle dans la poitrine. Votre esprit sait que vous êtes en sécurité, mais votre système nerveux, lui, n'a pas reçu le mémo. Il continue de scanner l'horizon, cherchant désespérément le lion qui justifierait cet état de tension. La chimie de l'angoisse, le cocktail qui nous ronge. Si le système nerveux est le câblage électrique de votre stress, les hormones en sont le carburant. Pour comprendre pourquoi le stress sans visage finit par provoquer un sentiment de vide total,
Il faut regarder ce qui se passe dans votre sang lorsque le lion de l'anxiété refuse de quitter la pièce. Le cortisol, l'hormone de l'usure. Le premier acteur de ce drame est le cortisol. En temps normal, le cortisol est une hormone bénéfique. Elle nous aide à nous réveiller le matin et à mobiliser notre énergie. Mais dans le cas du stress chronique, votre corps devient une usine à cortisol qui ne ferme jamais ses portes. Le cortisol à haute dose agit comme de l'acide sur vos structures internes. Il augmente votre glycémie, dérègle votre métabolisme et plus grave encore, il éteint littéralement les zones de votre cerveau dédiées à la créativité et à l'empathie. C'est pour cela que, sous stress, vous devenez une version de vous-même que vous n'aimez pas, plus impatient, plus froid, plus égoïste. Ce n'est pas votre personnalité qui change, c'est votre cerveau qui est en mode survie brute. Le vol de la dopamine. Le stress chronique commet un autre crime silencieux. Il vole votre capacité à ressentir du plaisir. On appelle cela le crash dopaminergique. La dopamine est l'hormone de la motivation et de la récompense. Lorsque vous êtes constamment sous pression, votre cerveau utilise toute sa chimie pour gérer la menace. En conséquence, il n'en reste plus assez pour les choses simples. Un coucher de soleil, une conversation entre amis, la lecture d'un livre. C'est ainsi que s'installe l'anédonie, ce sentiment d'être gris à l'intérieur. Vous n'êtes pas forcément triste, vous êtes juste incapable de vibrer. Pour compenser ce manque de dopamine, vous vous tournez alors vers des stimulants rapides, les réseaux sociaux, le sucre ou la distraction compulsive. Mais c'est comme essayer de remplir un seau percé. L'épuisement de la sérotonine, quand la paix s'enfuit. Enfin, le stress prolongé finit par épuiser vos réserves de sérotonine, l'hormone de la sérénité et de la sécurité intérieure. Sans elle, le monde semble dangereux. Le moindre imprévu devient une montagne. Vous perdez cette armure émotionnelle qui vous permettait de relativiser. Le soir, au lieu de sombrer dans un sommeil réparateur, votre cerveau, en manque de sérotonine, qui est le précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil, reste en veille. Vous tournez dans votre lit, ressassant des erreurs passées ou anticipant des catastrophes futures. Le cocktail chimique est complet. Vous êtes biologiquement programmé pour l'inquiétude. Décodez les signaux corporels, la carte de votre douleur. Le corps ne ment jamais. Il est comme le tableau de bord d'une voiture. Chaque douleur, chaque tension est un voyant lumineux qui s'allume pour nous avertir d'une surchauffe sous le capot. Le drame du stress sans visage, c'est que nous avons appris à ignorer ces voyants, ou pire, à mettre un morceau de ruban adhésif dessus, un antidouleur, un anxiolytique, pour ne plus les voir. Le nœud au plexus, la prison du souffle. Le signal le plus fréquent est cette sensation de poids ou de barre au creux de l'estomac, juste en dessous des côtes. C'est là que se situe votre plexus solaire et votre diaphragme. En état de stress, le diaphragme, votre muscle respiratoire principal, se crispe. Votre respiration devient haute, superficielle, limitée au haut de la poitrine. En respirant ainsi, vous envoyez un signal continu à votre cerveau. Je suis en danger, je manque d'air. C'est un cercle vicieux. Le stress bloque le souffle et le souffle bloqué entretient le stress. La mâchoire serrée, le silence qui crie. Avez-vous remarqué que vous serrez les dents en travaillant ou que vous vous réveillez avec les muscles du visage fatigués? La mâchoire est le siège de notre agressivité contenue et de notre détermination forcée. Serrer les dents, c'est littéralement encaisser le coup sans rien dire. C'est le signe physique d'une personne qui tient bon au-delà de ses limites. Cette tension remonte souvent jusqu'aux tempes, provoquant ces maux de tête de fin de journée que l'on finit par croire normaux.
Le ventre, le deuxième cerveau en panique. Le système digestif est tapissé de millions de neurones. Il possède son propre écosystème qui communique directement avec votre cerveau via le nerf vague. Quand vous êtes en mode survie, votre corps considère que digérer est une perte de temps. Le sang est retiré des organes digestifs pour être envoyé vers les jambes. Résultat, ballonnement, douleur diffuse ou ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Votre ventre ne fait que traduire l'insécurité que votre esprit ressent. Les épaules armures, porteurs le monde. Enfin, il y a cette raideur dans les trapèzes et la nuque. Nous levons inconsciemment les épaules vers les oreilles pour protéger nos artères vitales, un vieux réflexe de défense face aux prédateurs. Porter ses épaules hautes, c'est porter le monde sur son dos. Avec le temps, cette tension devient une cuirasse. Vous ne sentez même plus que vous êtes tendu, car cette rigidité est devenue votre nouvelle posture par défaut. La réponse stoïcienne, le corps comme instrument de maîtrise. Les stoïciens n'étaient pas des intellectuels enfermés dans des bibliothèques. Ils étaient des athlètes de l'esprit. Ils savaient une chose que la science moderne vient de redécouvrir. On ne peut pas raisonner un cerveau en panique, mais on peut le court-circuiter par le corps. Si votre chimie, cortisol, et vos nerfs, sympathiques, ont pris le pouvoir, il ne sert à rien de vous dire « calme-toi ». Vous devez utiliser des hacks biologiques pour forcer votre système à basculer vers le mode repos. Le choc thermique, le bouton reset du système nerveux. Sénèque aimait se baigner dans l'eau froide, même en hiver. Ce n'était pas par masochisme, mais pour l'entraînement à l'inconfort. Sur le plan biologique, l'exposition au froid, une douche écossaise ou simplement de l'eau glacée sur le visage, déclenche le réflexe d'immersion. Ce réflexe force instantanément votre rythme cardiaque à ralentir et stimule le nerf vague. C'est le bouton reset, le plus rapide pour évacuer un trop-plein de cortisol. En affrontant le froid volontairement, vous reprenez le contrôle sur votre réaction de survie. La respiration carrée. Reprendre les commandes du diaphragme. Comme nous l'avons vu, le stress bloque le souffle. Pour briser ce cycle, les stoïciens pratiquaient la maîtrise du souffle. La technique moderne de la respiration carrée, inspirer 4 secondes, bloquer 4 secondes, expirer 4 secondes, bloquer 4 secondes, est une commande directe envoyée au cerveau. Tout va bien. En forçant une expiration longue, vous activez mécaniquement le système parasympathique. Vous ne demandez pas la permission à votre stress de partir, vous l'expulsez physiquement. Le jeûne sensoriel est la citadelle intérieure. Marc Aurèle parlait de se retirer dans sa citadelle intérieure. En 2025, cela signifie pratiquer le minimalisme sensoriel. Le silence volontaire, passer 10 minutes sans aucune stimulation, ni musique, ni téléphone, ni livre. La privation de distraction, apprendre à s'asseoir et à simplement observer ses sensations physiques sans les juger. En retirant les stimuli qui nourrissent l'amygdale, vous permettez à votre chimie cérébrale de se stabiliser. C'est ici que la biologie rencontre la philosophie. La paix n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité à rester immobile au milieu du vacarme. Routine de décompression. 3 exercices pour libérer le corps. Pour conclure cette exploration de notre biologie, il ne suffit pas de comprendre. Il faut agir. Voici 3 exercices physiques spécifiques, basés sur la science du système nerveux, pour désamorcer mécaniquement la tension accumulée. La libération du psoas, le muscle de l'âme. Le psoas est le muscle principal qui relie votre colonne vertébrale à vos jambes. C'est lui qui se contracte instantanément pour vous préparer à courir. En cas de stress chronique,
il reste verrouillé, envoyant un signal de danger permanent au cerveau. L'exercice, en fente avant, un genou au sol, poussez doucement le bassin vers l'avant en gardant le dos droit. Maintenez la position 1 minute de chaque côté en respirant profondément. Le bénéfice, en étirant physiquement ce muscle de la fuite, vous indiquez à votre système nerveux que la menace est passée. La stimulation du nerf vague par l'automassage. Comme nous l'avons vu, le nerf vague est l'autoroute de la relaxation. Vous pouvez le stimuler manuellement. L'exercice. Utilisez le bout de vos doigts pour masser doucement la zone située juste derrière le lobe de l'oreille et le long du muscle du cou, le sternocléido-mastoïdien. Vous pouvez aussi masser doucement vos globes oculaires fermés, réflexe oculocardiaque. Le bénéfice. Cela déclenche une réponse réflexe qui ralentit le rythme cardiaque et fait chuter la tension artérielle presque instantanément. Le shaking, la méthode animale. Avez-vous remarqué qu'un animal, après un stress intense, se secoue de tout son corps? C'est une méthode naturelle pour évacuer l'excès d'adrénaline. L'exercice. Debout, les pieds bien ancrés, commencez à secouer vos mains, puis vos bras, vos épaules, et enfin tout votre corps pendant 2 minutes. Laissez votre mâchoire et votre ventre se détendre totalement. Le bénéfice. Cela casse la cuirasse musculaire dont nous avons parlé à la section 2.3 et permet de libérer les tensions stockées dans les fascias. Conclusion du chapitre 2. Vous avez maintenant les clés de votre propre machine. Vous savez que votre stress n'est pas vous, mais une réaction chimique et nerveuse. Vous avez appris à décoder les voyants lumineux de votre corps et vous possédez les outils pour faire un reset manuel. Mais calmer le corps n'est qu'une partie de la solution. Pour que la guérison soit totale, nous devons maintenant nous attaquer à la source, votre façon de percevoir le monde. Une fois que le corps a retrouvé son calme mécanique, il reste une forteresse à reconstruire. Car si le corps est le moteur, l'esprit est le pilote. Pour que le stress ne revienne plus vous hanter, nous devons changer la manière dont vous percevez le monde. C'est ici que la sagesse des anciens stoïciens devient votre bouclier. L'héritage stoïcien, la citadelle intérieure. La dichotomie du contrôle, tracer la ligne de front. Il y a 2000 ans, un homme né esclave, Épictète, a découvert une vérité si puissante qu'elle peut briser les chaînes du stress moderne en un instant. Il l'appelait la dichotomie du contrôle. Épictète enseignait que la source de toute anxiété humaine, sans exception, provient d'une erreur de classification. Nous passons notre vie à essayer de contrôler des choses qui ne dépendent pas de nous, tout en négligeant la seule chose sur laquelle nous avons un pouvoir total. Le cercle du pouvoir. Imaginez 2 cercles. Le petit cercle, ce qui dépend de vous. Vos pensées, vos intentions, vos paroles, vos actions immédiates et la façon dont vous traitez les autres. Le grand cercle, ce qui ne dépend pas de vous. La météo, l'opinion des autres, le trafic, l'économie, les décisions de votre patron, le passé et même, paradoxalement, les résultats finaux de vos efforts. Le stress sans visage naît lorsque vous placez votre paix intérieure dans le grand cercle. Si votre bonheur dépend de l'approbation d'un collègue ou du succès d'une vidéo sur YouTube, vous vivez dans une prison dont vous avez donné les clés à des inconnus. Vous êtes un otage des circonstances. L'art de l'indifférence sélective. Le stoïcien ne devient pas froid ou insensible, il devient sélectif. Il investit 100% de son énergie dans ses intentions, le petit cercle, et accepte avec une équanimité totale le résultat, le grand cercle. C'est ce qu'on appelle l'analogie de l'archer. L'archer stoïcien fait tout ce qui est en son pouvoir pour bander son arc, viser avec précision et choisir le bon moment pour lâcher la flèche. Mais une fois que la flèche a quitté la corde,
Il sait qu'un coup de vent ou un mouvement de la cible peut changer la trajectoire. S'il a fait son maximum, l'archer est en paix, que la flèche atteigne le centre ou non. Son succès ne réside pas dans la cible, mais dans la qualité de son tir. Application au stress moderne. Quand vous ressentez ce poids dans la poitrine parce que tout va mal, posez-vous cette question brutale. Est-ce que cet événement dépend de ma volonté? Si la réponse est non, le stoïcisme vous commande de dire « Alors, cela ne me regarde pas ». Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une mesure d'hygiène mentale. Pourquoi consumer votre énergie vitale pour des nuages que vous ne pouvez pas déplacer? La maîtrise des représentations, l'écran entre nous et le monde. Si la dichotomie du contrôle est la fondation de votre nouvelle structure mentale, la maîtrise des représentations en est le bouclier. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Cette phrase est le remède ultime contre le stress sans visage. Elle signifie qu'aucun événement, aucune parole, aucun échec n'a le pouvoir intrinsèque de vous blesser. La douleur ne vient pas de l'événement lui-même, mais de la représentation, l'étiquette, que vous collez dessus. Le mécanisme de l'étiquetage. Entre un événement et votre émotion, il y a un espace infime. C'est là que réside votre liberté. L'événement, vous recevez une critique acerbe sur votre travail. La représentation, automatique, il me méprise, je suis nul, je vais perdre mon emploi. L'émotion, stress intense, boule au ventre, honte. Le stoïcien apprend à s'interposer dans cet espace. Il regarde la représentation et lui dit « Tu n'es qu'une image, tu n'es pas la réalité ». La technique de la description brute. Pour maîtriser vos représentations, vous devez apprendre à décrire la réalité de manière physique et objective, en retirant tout le drame que votre esprit y ajoute. Marc Aurèle pratiquait cela avec une discipline de fer. Il décrivait le vin luxueux comme du jus de raisin fermenté et les vêtements de pourpre impériale comme de la laine de mouton teinte avec le sang d'un coquillage. Comment appliquer cela au stress moderne? Au lieu de dire « Je suis submergé par des montagnes de responsabilités insurmontables », dites « Il y a 7 dossiers sur mon bureau et mon écran affiche 12 courriels ». La première phrase crée une panique biologique, cortisol. La seconde décrit une situation gérable. En retirant les adjectifs émotionnels insurmontable, submergé, montagne, vous désarmez votre amygdale. Vous ramenez le monstre à sa juste taille. Un simple fait. Le test de la valse des jugements. Chaque fois qu'une pensée vous fait souffrir, posez-lui cette question. Est-ce que cette pensée est une vérité universelle ou est-ce mon jugement? Si vous perdez votre téléphone, le fait est « je n'ai plus de téléphone ». Le jugement est « c'est une catastrophe, ma journée est gâchée ». Le fait est neutre. Le jugement est la source du stress. Le stoïcien accepte le fait et rejette le jugement. Comme le disait Marc Aurèle, supprime le jugement « on m'a lésé » et le sentiment d'avoir été lésé disparaît. La citadelle intérieure, se retirer en soi-même. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, passait ses journées à gérer des guerres, des pestes et des trahisons. Pourtant, ses écrits révèlent une paix profonde. Son secret, il avait construit ce qu'il appelait sa citadelle intérieure. Il écrivait « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublée que dans sa propre âme ». Pour Marc Aurèle, la citadelle intérieure n'est pas un lieu de fuite, mais un lieu de recentrage. C'est cet espace en vous où aucun patron en colère, aucune crise économique et aucune notification de smartphone ne peut pénétrer sans votre permission. Votre esprit est une forteresse.
pas un hall de gare. Le stress sans visage survient souvent parce que nous avons laissé les portes de notre esprit grandes ouvertes. Nous laissons n'importe quelle information, n'importe quelle critique ou n'importe quelle peur s'installer dans notre salon mental et y faire tout le bruit qu'elle veut. Construire votre citadelle, c'est décider de devenir le gardien de votre propre attention. C'est comprendre que votre paix intérieure est votre bien le plus précieux et qu'elle ne doit pas être à la merci du premier venu. Comment entrer dans sa citadelle? La citadelle intérieure se construit par 3 remparts. Le rempart du présent, le stress vit dans le futur, l'anxiété, ou dans le passé, le regret. La citadelle, elle, est ancrée dans l'instant présent. En revenant à ce que vous faites maintenant, vous réduisez la surface d'attaque de votre anxiété. Le rempart de l'autonomie, c'est le refus de laisser les autres définir votre valeur. Si quelqu'un vous insulte, c'est son problème, pas le vôtre. Dans votre citadelle, seule votre propre opinion sur vous-même compte. Le rempart de la raison, c'est l'usage de la logique pour démonter les peurs irrationnelles. Si le pire arrive, est-ce que je serai toujours capable de respirer, de réfléchir et d'agir? Si la réponse est oui, alors la forteresse tient. La retraite mentale au milieu du chaos. L'aspect le plus puissant de cette technique est que vous n'avez pas besoin de partir en vacances ou de vous isoler dans une grotte. Vous pouvez vous retirer dans votre citadelle intérieure en pleine réunion, dans les embouteillages ou lors d'un conflit familial. C'est un simple mouvement de l'esprit. Vous visualisez que vous reculez d'un pas à l'intérieur de vous-même. Vous observez l'agitation extérieure comme si elle se déroulait derrière une vitre blindée. Les bruits sont là, mais ils ne vous touchent plus. Vous êtes le centre calme du cyclone. Pratique de résilience, la premeditatio malorum. L'anxiété moderne est comme un monstre qui se cache dans le noir. Elle se nourrit de l'incertitude et du « et si ». Plus nous essayons de fuir nos peurs, plus elles gagnent en puissance. La réponse stoïcienne est l'inverse de la pensée positive superficielle. Au lieu de fuir l'obscurité, nous allons y allumer une lampe. Apprivoiser le pire pour libérer le présent. La premeditatio malorum consiste à visualiser délibérément les difficultés, les échecs ou les pertes que nous redoutons. Ce n'est pas du pessimisme. Ce n'est pas de l'autoflagellation. C'est un exercice de désensibilisation. Le stress sans visage vient souvent de notre refus de regarder la réalité en face. En nous demandant quel est le pire qui puisse arriver. Et en explorant ce scénario jusqu'au bout, on réalise souvent 2 choses. Premièrement, que le pire est rarement aussi catastrophique qu'on l'imaginait. Deuxièmement, que nous avons les ressources intérieures pour y faire face. Transformez l'anxiété en préparation. Prenez votre peur actuelle. Peut-être est-ce de perdre votre emploi ou de voir un projet échouer. Visualisez l'échec. Imaginez que cela arrive demain. Analysez les conséquences réelles. Que ferez-vous? Vers qui vous tournerez-vous? Quel sera votre premier geste? Réalisez votre invulnérabilité. Si vous perdez ce que vous craignez de perdre, votre capacité à raisonner, à agir avec vertu et à recommencer reste intacte. C'est ce que Sénèque appelait « s'exercer à la pauvreté ». En faisant cet exercice, vous tuez l'effet de surprise. Le stress perd son arme principale. Comme le disait Sénèque, celui qui a prévu la venue des maux leur ôte leur force au moment où ils arrivent. La gratitude par le contraste. Un effet secondaire magnifique de cette pratique est un regain immédiat de gratitude. En visualisant la perte de ce que vous avez, votre santé, votre toit, vos proches, vous cessez de les prendre pour acquis. Vous revenez dans le présent avec une intensité renouvelée.
Le stress s'efface devant la reconnaissance d'avoir, ici et maintenant, tout ce qu'il vous faut pour être en paix. Le calme comme choix délibéré. Nous terminons ce chapitre sur une certitude. La paix n'est pas quelque chose qui nous arrive quand le monde extérieur se calme. La paix est une construction. En traçant la ligne du contrôle, en maîtrisant vos représentations et en fortifiant votre citadelle, vous ne subissez plus le stress, vous le gérez. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent, mais le rocher sur lequel les vagues viennent se briser sans l'ébranler. Pourtant, même avec cet esprit fortifié, nous restons des êtres sociaux, plongés dans un monde de bruit et de comparaison. Comment rester ce rocher inébranlable quand le regard des autres pèse sur nous comme une chaîne invisible? Il est temps de briser le mythe de la validation. Se libérer des chaînes de la validation. Le stress sans visage, dont nous avons parlé au début, n'est pas seulement biologique ou philosophique. Il est social. Nous vivons dans une ère de panoptique numérique. Un état où nous avons l'impression d'être observés, jugés et comparés 24 heures sur 24. Cette partie traite de la guérison du stress lié au regard de l'autre. L'addiction au regard de l'autre, la prison invisible. Depuis notre enfance, nous avons été conditionnés à chercher le signal de validation à l'extérieur de nous-mêmes. La note du professeur, le sourire du parent, l'approbation du patron, et aujourd'hui, le « like » sur un écran. Nous avons construit notre identité sur du sable mouvant, l'opinion d'autrui. Le problème, c'est que l'opinion des autres est l'exemple parfait de ce qui se trouve dans le grand cercle, ce qui ne dépend pas de nous. En cherchant à plaire, vous devenez l'esclave de millions de maîtres dont vous ne contrôlez ni l'humeur, ni les préjugés. Le stress que vous ressentez dans la poitrine avant une réunion ou après avoir publié un post est le cri de votre autonomie qui se meurt. La leçon stoïcienne. Marc Aurèle se demandait souvent pourquoi nous nous aimons plus que tout, mais accordons plus d'importance à l'opinion des autres qu'à la nôtre. Pour guérir, vous devez réaliser que l'opinion de quelqu'un d'autre n'est qu'un bruit d'air sortant d'une bouche ou des pixels sur un écran. Cela n'a aucun pouvoir sur votre valeur réelle, sauf si vous lui donnez ce pouvoir. Le piège de la comparaison numérique. En 2025, le stress est amplifié par ce qu'on appelle la comparaison sociale ascendante. Nous comparons nos coulisses, nos doutes, nos matins difficiles, notre fatigue, avec les best-of des autres. L'algorithme des réseaux sociaux est conçu pour exploiter votre insécurité. Chaque fois que vous faites défiler votre fil d'actualité, votre cerveau scanne inconsciemment. Est-ce que je suis aussi riche, aussi beau, aussi heureux? La réponse est souvent non, car vous comparez une réalité complexe à une illusion filtrée. L'exercice de reset. Pratiquez le jeûne de l'image. Pendant 24 heures, ne publiez rien et ne regardez rien. Observez comment votre anxiété diminue dès que vous cessez d'essayer de projeter une image de vous-même. La paix commence là où la mise en scène s'arrête. Apprendre à dire non sans culpabilité. Beaucoup de nos tensions proviennent de notre incapacité à poser des limites. Nous disons oui à des projets, à des sorties ou à des faveurs non pas par envie, mais par peur de décevoir ou d'être rejeté. C'est ce qu'on appelle le people pleasing. Dire oui quand on veut dire non est un acte de trahison envers soi-même. Chaque fois que vous vous trahissez, votre corps le sent. C'est cette tension dans la mâchoire dont nous parlions au chapitre 2. La stratégie stoïcienne. Sénèque nous rappelle que le temps est notre seule possession réelle. Si quelqu'un vous demandait votre argent, vous hésiteriez. Pourquoi donnez-vous votre temps et votre énergie mentale aussi facilement? Apprendre à dire non est le plus haut degré de respect de soi. C'est protéger sa citadelle intérieure. Redéfinir le succès,
de l'avoir à l'être. La société nous dit que le succès est une accumulation d'argent, de titres, d'abonnés, de possessions. Le stoïcisme nous dit que le succès est une qualité de caractère. Si votre définition du succès est liée à des résultats extérieurs, vous serez stressé toute votre vie, car ces résultats peuvent vous être enlevés à tout moment. Si votre succès est lié à votre capacité à agir avec justice, courage et tempérance, alors vous êtes invulnérable. Personne ne peut vous empêcher d'être une personne de valeur. Le retour à la souveraineté. Se libérer de la validation, ce n'est pas devenir arrogant ou asocial. C'est devenir libre. C'est pouvoir entrer dans une pièce sans se demander si l'on est aimé, mais en se demandant si l'on est en accord avec ses propres principes. Le stress sans visage s'évapore lorsque vous n'avez plus rien à prouver. Vous ne courez plus après un fantôme. Vous êtes ici, solide, dans votre propre vie. En cessant de vivre pour les autres, vous récupérez une immense énergie. Mais cette énergie va ramener à la surface des zones d'ombre que vous aviez ignorées. Pour guérir totalement, nous ne pouvons plus fuir ce qui se cache dans notre passé. Nous devons regarder la honte en face pour la transformer en force. Le travail de l'ombre, guérir la honte. Si vous avez suivi les parties précédentes, vous comprenez maintenant votre corps et votre esprit. Mais il reste souvent un résidu, une sensation persistante que, malgré tous les outils, vous n'êtes pas encore guéri. Cette sensation porte un nom que nous n'aimons pas prononcer, la honte. Non pas la honte d'avoir fait quelque chose de mal, mais la honte d'être ce que nous sommes. Cette partie traite du travail de l'ombre, le processus consistant à ramener à la lumière les parties de nous-mêmes que nous avons cachées pour survivre. La racine des traumas silencieux. Le stress sans visage est souvent le symptôme d'un trauma de petit t. Contrairement aux grands traumas spectaculaires, les traumas de petit t sont des accumulations de moments où vous ne vous êtes pas senti en sécurité, compris ou validé. Un parent trop exigeant, un échec scolaire humiliant, une période de solitude prolongée. Ces moments créent des nœuds dans votre psyché. Pour ne plus souffrir, votre esprit a créé des mécanismes de défense. Le perfectionnisme, le contrôle excessif ou l'évitement. Le stress que vous ressentez aujourd'hui est l'énergie que votre cerveau déploie pour maintenir ses défenses en place. C'est comme essayer de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Cela demande un effort constant et épuisant. L'autocompassion radicale, le remède stoïcien inattendu. On imagine souvent les stoïciens comme des hommes de marbre, froids et sévères. C'est une erreur. Le stoïcisme enseigne la bienveillance envers soi-même par la raison. Marc Aurèle se parlait avec une douceur paternelle dans ses écrits. L'autocompassion n'est pas de la complaisance ou de la paresse. C'est le fait de reconnaître que vous êtes un être humain, avec les limites de votre espèce. La pratique. Si vous parliez à votre meilleur ami comme vous vous parlez à vous-même quand vous faites une erreur, auriez-vous encore des amis? Probablement pas. La guérison commence quand vous devenez votre propre allié. Au lieu de vous dire « je suis nul de stresser pour si peu », dites-vous « mon système nerveux se sent en danger, c'est une réaction humaine, comment puis-je m'aider maintenant ?» Journaling et introspection, extraire le poison. La honte ne survit pas à l'exposition. Tant que vos peurs et vos blessures restent dans le noir, elles dirigent votre vie. Le journaling stoïcien est l'outil d'extraction. L'exercice du scrutin du soir. Chaque soir, reprenez votre journée. Ne vous jugez pas, notez simplement. Que ai-je fait de bien aujourd'hui? Où ai-je laissé le stress prendre les commandes? Pourquoi ai-je réagi ainsi? Quelle blessure ancienne a été touchée? En mettant des mots sur le ressenti, vous passez de
je suis le stress à j'observe le stress. Vous créez une distance salutaire. Le papier devient le réceptacle de votre charge mentale. Transformez la vulnérabilité en résilience. Nous avons appris à voir la vulnérabilité comme une faille. Dans la citadelle intérieure, nous apprenons qu'elle est en réalité notre plus grande force. Accepter que l'on a peur, que l'on est fatigué ou que l'on a besoin d'aide n'est pas un signe de défaite, mais un signe de réalisme stoïcien. Celui qui prétend être invincible est fragile, car au premier choc, il se brise. Celui qui accepte sa vulnérabilité est comme le roseau. Il plie sous la tempête mais ne rompt jamais. La véritable résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à l'intégrer dans son histoire sans se laisser définir par elle. Faire la paix avec son ombre. Guérir le stress, ce n'est pas devenir une version parfaite et robotique de soi-même. C'est devenir une version intégrée. C'est accepter ces cicatrices et comprendre qu'elles font partie de votre force. Lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, l'énergie qui était gaspillée dans cette guerre intérieure devient enfin disponible pour votre vie, vos projets et votre sérénité. Vous n'avez plus besoin de « reset » votre mental, car vous avez enfin trouvé votre centre. Cette réconciliation intérieure est le socle de votre nouvelle vie. Mais la paix n'est pas un état permanent que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une discipline qui se cultive chaque heure, chaque minute. Pour que cette clarté devienne votre réalité, vous avez besoin de protocoles précis pour protéger votre présence au quotidien. Les protocoles de la présence. La connaissance sans action n'est qu'un divertissement de l'esprit. Vous pouvez comprendre parfaitement le fonctionnement de votre cortisol ou citer Marc Aurèle par cœur. Si votre quotidien reste une succession de réactions automatiques, le stress finira par reprendre ses droits. La guérison durable ne réside pas dans de grands changements héroïques, mais dans la mise en place de protocoles de présence. Le reset sensoriel, l'ancrage immédiat. Le stress est une maladie de l'absence. Nous sommes physiquement ici, mais mentalement ailleurs, dans le futur ou le passé. Pour ramener l'esprit dans la citadelle, nous devons utiliser les sens comme des ancres. La technique du 5, 4, 3, 2, 1. Stoïcien. Dès que vous sentez la brume du stress monter, arrêtez tout et identifiez. 5 objets que vous voyez, décrivez-les par leur forme et leur couleur, sans jugement. 4 sons que vous entendez, le bourdonnement de l'ordinateur, un oiseau, votre respiration. 3 sensations physiques, le contact de vos pieds sur le sol, le tissu de vos vêtements, la température de l'air. 2 odeurs ou parfums imaginaires que vous appréciez. Une vérité immuable, exemple. Peu importe ce qui se passe, j'ai le pouvoir de choisir ma réaction. Le bénéfice. Ce protocole force votre cerveau à quitter les circuits de l'anxiété, cortex préfrontal, pour revenir au circuit sensoriel primaire. Vous coupez le moteur du stress avant qu'il ne s'emballe. Le rituel du matin, préparez l'âme au combat. La plupart des gens commencent leur journée en mode défensif. Ils regardent leur téléphone, subissent les nouvelles du monde et les demandes des autres. Ils entrent dans l'arène sans armure. Le protocole aura stoïcienne. Le silence sacré, 5 minutes. Avant toute technologie, restez assis en silence. C'est le moment où vous délimitez votre citadelle. La préméditation de l'aube. Dites-vous, comme Marc Aurèle, « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens indiscrets, ingrats, insolents, menteurs et envieux. Mais aucun d'eux ne peut me nuire, car aucun ne peut me forcer à faire le mal. » 3. L'intention de vertu. Choisissez une seule qualité que vous voulez incarner aujourd'hui. Patience, courage ou clarté.
Le minimalisme mental au travail. Le stress professionnel vient souvent de la fragmentation de l'attention. Nous traitons notre esprit comme une décharge où tout le monde peut jeter ses déchets. La loi du bloc unique, le cerveau humain n'est pas fait pour le multitâche. Le passage constant d'une tâche à l'autre crée un résidu d'attention qui augmente radicalement le taux de cortisol. Protocole. Travailler par cycle de 50 minutes en mode avion, suivi de 10 minutes de déconnexion totale, marche, étirement, eau froide sur le visage. Le tristoïcien d'Aimé, ne répondez pas à l'urgence des autres. Demandez-vous, est-ce que cela dépend de mon objectif principal ou est-ce une distraction déguisée en priorité? Le rituel du soir, la dissolution des tensions. Si vous emportez les problèmes de la journée dans votre lit, vous empoisonnez votre sommeil et votre lendemain. La technique de la dépose des armes. Avant de dormir, pratiquez l'examen de conscience. Visualisez votre journée comme un film qui défile. Où ai-je perdu ma paix? Identifiez le moment précis. Quel jugement ai-je porté? Qu'est-ce que j'ai cru être une catastrophe alors que c'était un fait? Le pardon stoïcien. Dites-vous, j'ai fait de mon mieux avec la conscience que j'avais. Ce qui est fait est fait. Demain est une nouvelle vie. Apprivoisez le vide et le silence. Dans notre monde bruyant, le silence est devenu une menace. Pourtant, c'est dans le vide que se trouve la guérison. Apprenez à avoir des moments de rien. Sans podcast, sans musique, sans distraction. Juste vous et votre existence. C'est dans ces moments de présence pure que le système nerveux se recalibre réellement. Le silence n'est pas une absence de bruit, c'est une présence à soi-même. Devenir le maître du temps. En appliquant ces protocoles, vous ne gérez plus votre stress, vous gérez votre vie. Vous reprenez possession de votre temps et de votre énergie. Le stress sans visage ne peut pas survivre dans un esprit qui a des rituels de clarté. Ces rituels sont les gardiens de votre temple. En les pratiquant, vous ne faites pas que gérer votre stress. Vous entamez une véritable renaissance. Vous passez de l'état de survie à celui d'une vie pleine et souveraine. Voici ce qui vous attend au bout de ce chemin. La renaissance, de la survie à la vie. Le voyage que nous avons entrepris ensemble n'était pas seulement une quête pour moins souffrir. C'était une quête pour mieux vivre. La guérison du stress n'est pas un retour à votre état précédent, car l'état précédent est celui qui vous a conduit à l'épuisement. La guérison est une renaissance. Vous devenez une version de vous-même plus consciente, plus solide et plus libre. Cultivez la joie tranquille, ataraxie. Dans notre quête de bonheur, nous confondons souvent le plaisir et la sérénité. Le plaisir est intense, éphémère et dépend de l'extérieur. La sérénité, que les stoïciens appelaient l'ataraxie, est un état de calme intérieur qui persiste même au milieu des tempêtes. L'ataraxie ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de tristesse ou de colère. Cela signifie que ces émotions ne sont plus des tempêtes qui font sombrer votre navire. Elles sont comme des vagues qui passent sur le pont, mais vous restez à la barre. Vous avez appris que la joie n'est pas le résultat d'une vie sans problème, mais le résultat d'un esprit sans conflits internes. Devenir son propre guide mental. À ce stade de votre lecture, vous n'avez plus besoin de gourou ou de solution miracle. Vous possédez la boîte à outils. Vous savez calmer votre corps. Vous savez trier vos pensées. Vous savez protéger votre énergie sociale. Vous savez embrasser votre histoire. La véritable autonomie commence quand vous devenez capable de vous observer en train de réagir et de dire « Tiens, mon amygdale s'emballe. Je vais respirer. Je vais regarder le fait brut. Je vais rentrer dans ma citadelle.
Vous n'êtes plus l'esclave de vos automatismes, vous en êtes le maître. La mission de vie, transformer la souffrance en sagesse. Il y a une beauté cachée dans le stress que vous avez vécu. Ce poids dans la poitrine était en réalité un maître sévère qui vous obligeait à chercher la vérité. Sans cette souffrance, vous seriez resté dans l'illusion du normal toxique. Votre stress était le signal que vous étiez prêt pour quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, votre mission est d'utiliser cette clarté pour construire une vie qui a du sens. Pour les stoïciens, le but de la vie est d'être utile à la communauté humaine, la cosmopolitique. Votre calme retrouvé n'est pas une fin en soi. C'est un outil pour aider les autres, pour créer, pour aimer et pour agir avec vertu. Le voyage continue, l'entraînement de toute une vie. La guérison n'est pas une destination où l'on arrive pour ne plus jamais bouger. C'est une pratique quotidienne. Il y aura des jours où vous oublierez vos principes, où vous crierez, où vous aurez peur. Marc Aurèle lui-même se réprimandait souvent dans ses carnets. Ce qui compte n'est pas la perfection, mais la capacité à revenir. Chaque fois que vous trébuchez, ne vous punissez pas, appliquez l'autocompassion du chapitre 5 et revenez simplement à l'instant présent. Comme le disaient les anciens, le sage n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours un peu plus vite. Vous êtes enfin chez vous. La guérison du stress, un retour à soi. Vous y êtes. Le stress était la distance entre qui vous êtes vraiment et qui vous essayez d'être pour plaire au monde. En réduisant cette distance, vous avez supprimé la source de la tension. Vous pouvez maintenant respirer. Le monde continuera d'être chaotique, rapide et parfois injuste. Mais cela n'a plus d'importance. Car à l'intérieur de vous, il y a désormais un centre qui ne vacille pas. Vous n'avez plus besoin de fuir. Vous êtes chez vous. Si cette vidéo vous aide à y voir plus clair, abonnez-vous à Reset Mental Plus pour d'autres explorations profondes. Laissez un calme en commentaire si vous avez décidé de reprendre le contrôle aujourd'hui.